Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La France face à la cocaïne. Collection internationale. Dirigée par Denis Rolland avec Joël Chassin, Françoise Dekowski et Marc Ledor. Cette collection a pour vocation de présenter les études les plus récentes sur les institutions, les politiques publiques et les forces politiques et culturelles à l'œuvre aujourd'hui. Au croisement des disciplines juridiques, des sciences politiques, des relations internationales, de l'histoire et de l'anthropologie, elle se propose, dans une perspective pluridisciplinaire, d'éclairer les enjeux de la scène mondiale et européenne. Série générale, dernière parution. Guillaume Brognon, Géopolitique de l'Arctique nord-américain, enjeux et pouvoirs, 2011. Maria Isabelle Barreno, Un imaginaire européen, 2010. Denis Rolland, La crise du modèle français, 2010. Alicia Brunleonard, Constance de Pannes de Becchillon, Albert Brun, Un reporter insaisissable. Du Cuba libre d'Hemingway à la capture de Klaus Barbie. 40 ans d'AFP, 2010. Erwan Sommerer et Jean Zagagnari Coude, L'obscurantisme. Forme ancienne et nouvelle d'une notion controversée, 2010. Estelle Poitvin, L'Union européenne et la politique étrangère. Le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, moteur réel ou leadership par procuration, 1999 à 2009, 2010. Günther Hamon, Michael Hartmeier, dire Démocratisation et transformation économique en Europe centrale et orientale, 2010. Nami Diradza, L'ONU en Haïti depuis 2004-2010. Maurice Zran, Histoire du pétrole, 2010. François Chauvet, La culture française dans le monde. 1980-2000. Les défis de la mondialisation. Jean-René Garcia, La Bolivie, Histoire constitutionnelle et ambivalence du pouvoir exécutif. Christian Schulke, Les usages politiques du passé dans les relations germano-polonaises, 2009. Monsieur Aubin S. Lunet, Le dragon taïwanais, une chance pour les PME françaises. À Martine Pérez, Les étrangers en Espagne. À Serra, Jamaïque. La construction de l'identité noire depuis l'indépendance. Aurélien Liorca. La France face à la cocaïne. Dispositifs et actions extérieures. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 54 268 6. EAN 9 782 296 542 686. Introduction. En 1884, Sigmund Freud écrivait « Quelques minutes après, un engouement soudain apparaît accompagné d'un sentiment de légèreté avec des éructations répétées et rafraîchissantes. C'est l'euphorie propre à l'action de la cocaïne, d'assez longue durée. Une douzaine de fois, j'ai constaté sur moi-même la protection que la cocaïne procure contre la faim, le sommeil et la fatigue et comment elle favorise la vigilance nécessaire au travail intellectuel. 1. Un siècle plus tard, un de nos contemporains les plus médiatiques déclarait publiquement « Mais la cocaïne, oui, j'en ai pris longtemps en tombant de mon lit le matin. Maintenant, c'est fini. J'en prends pour travailler, pour relancer la machine, pour tenir le coup. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. La poudre et le hash circulent à mort chez les musiciens. Il n'y a pas à s'en vanter, je n'en suis pas fier, c'est ainsi, c'est tout. Mais il faut bien savoir que nos chansons, on ne les sort pas forcément d'une pochette surprise de. Autrement dit, la cocaïne a fait son chemin en Europe, depuis les premiers usages au XIXe siècle, volontiers intellectuels et socialement restreints. Son commerce s'est développé, les quantités consommées sont désormais considérables, les horizons sociaux affectés sont bien plus larges et par conséquent l'intervention publique contre cette diffusion est bien plus forte. 3. Des deux côtés de l'Atlantique, en Europe comme en Amérique latine, les hommes politiques interviennent dans cette condamnation. En France, par exemple,
Le président Jacques Chirac déclarait au seuil du XXIe siècle devant les professionnels et experts mondiaux de la lutte anti-drogue. Vous connaissez la position de la France. La drogue est une gangrène qui menace chaque pays touché par son trafic, qu'il soit producteur, transitaire ou destinataire. Une gangrène répandue sur tous les continents et aggravée par la mondialisation. Une gangrène qu'il faut combattre dans toutes ses dimensions, loin en amont des routes, par une combinaison d'approches répressives et judiciaires, sanitaires et sociales, économiques et financières et sur tous les fronts, national, régional, mondial. 4. Álvaro Uribe, le président sortant du principal pays producteur, la Colombie, affirmait en 2004, à l'occasion de la visite du président états-unien George W. Bush. La drogue qui finance le terrorisme a sacrifié 2 générations de Colombiens, dont des milliers de jeunes assassinés ou emprisonnés, pour la plus grande tristesse de leurs familles. La drogue qui finance le terrorisme menace de détruire la forêt amazonienne. Elle a déjà provoqué la destruction de 1 700 000 hectares de forêt tropicale en Colombie. L'appui des États-Unis a laissé de côté les discours pour se transformer en action. Nous ne pouvons rester au milieu du chemin. Nous allons vaincre mais ce n'est toujours pas fait. Nous avons fait des progrès mais l'hydre est toujours vivante. 5. La cocaïne est une drogue issue de la coca, plante cultivée dans le nord de la chaîne montagneuse des Andes en Amérique du Sud. Popularisée d'abord par l'élite intellectuelle et médicale de la fin du XIXe siècle, la cocaïne connaît un renouveau en France depuis les années 1980. Drogue in, d'une époque valorisant alors l'argent et la réussite professionnelle, sa consommation réapparaît au sein des milieux du showbiz et des golden boys de la finance et de la banque. On estime qu'en 20 ans en France, plus d'1 million de personnes ont testé ses effets au moins une fois entre 12 et 75 ans, dépassant le cadre restreint de son public initial. Vivacité intellectuelle, meilleure expression orale et écrite, puissant effet stimulant atténuant la fatigue et décuplant les forces, absence de dépendance, la cocaïne a bonne réputation auprès des usagers socialement intégrés. Pour les polytoxicomanes, la cocaïne permet, entre autres, de mieux gérer la descente après, par exemple, l'injection sous-cutanée d'héroïne et le flash qu'elle produit. Depuis la fin des années 1990, la croissance de la consommation de cocaïne et de sa disponibilité sur l'ensemble du territoire national et européen ainsi que l'augmentation continue des volumes saisis par les services répressifs inquiètent experts, universitaires, professionnels de la santé, policiers, magistrats et hommes politiques. Face à la cocaïne, il existe 3 champs d'intervention pour les acteurs concernés par les politiques de public de lutte. Réduction de l'offre. Réduction de la demande. Réduction des risques. Par ailleurs, 2 conceptions distinctes de la problématique des drogues au sein des sociétés occidentales déterminent l'action des intervenants étatiques. La première estime que les politiques publiques doivent avoir comme objectif le sevrage et l'abstinence dans la perspective d'une société sans drogue. La seconde considère que cette réalisation est impossible et que l'État doit agir au mieux en ayant conscience des limites de ses possibilités et qu'une société sans drogue n'a jamais existé et n'existera jamais. Réduire la demande, c'est avant tout prévenir l'usage. On peut alors privilégier l'information de populations ciblées et réprimer la consommation, la sanction pénale se voulant dissuasive. Dans le cadre de la politique de réduction des risques, un aspect occulté par les partisans d'une société sans drogue, les programmes d'accompagnement des toxicomanes complètent l'obligation légale de soins et d'usage de produits de substitution. Enfin, la réduction de l'offre de cocaïne permet de restreindre la disponibilité du produit en augmentant son prix, via le démantèlement de réseaux de trafiquants et de détaillants et la diminution des capacités de production. La douane, la marine, la gendarmerie et la police nationale sont les principaux acteurs de la politique de réduction de l'offre, sous le contrôle et la direction de l'autorité judiciaire. Pour que cette lutte soit globale et cohérente, la France ne peut ignorer la dimension internationale de ce phénomène, puisque les principales zones de production et de trafic de cocaïne se situent en Colombie. L'action extérieure de la France contre les drogues en général et la cocaïne en particulier n'a à ce jour fait l'objet d'aucune étude spécifique. Les gouvernements successifs des 3e, 4e et 5e Républiques ont toujours inscrit leur politique étrangère de lutte contre la drogue dans le cadre de l'ordre prohibitionniste impulsé par les États-Unis,
et instaurée au lendemain de la Première Guerre mondiale par la Société des Nations, puis consolidée par l'Organisation des Nations Unies. En parallèle, le discours sécuritaire s'est renforcé depuis les échéances électorales de 2002, la drogue redevenant un thème de clivage entre les principaux partis en compétition. Face aux configurations actuelles de la production et du trafic de cocaïne, quel est le dispositif extérieur positionné afin de permettre à la France de prendre part à la répression de la cocaïne au niveau international? Quel type d'opérations répressives sont capables de mettre en œuvre ce dispositif? D'une manière générale, quelle évaluation peut être portée sur le dispositif et l'action extérieure de la France en matière de lutte contre la cocaïne colombienne? Quelles actions de coopération bilatérale dans le domaine répressif sont menées par la France avec la Colombie, et quels en sont les acteurs? Quelles possibilités sont ou pourraient être offertes par les structures interministérielles et multilatérales déjà existantes? Telles sont certaines des étapes des pages qui suivent. Un Sigmund Freud, Hubert Coca, Vienne 1884, cité par Gabriel Nahas, La peste blanche du XXe siècle, Les guerres de la cocaïne, Paris, ed. Huchet-Chastel, 1992, pp 54 à 55. 2. Les confessions de Johnny Hallyday, interview de Daniel Rondeau, Le Monde, 7-1 1998. 3. Cocaïne et héroïne toujours au premier plan sur la scène européenne des drogues. Communiqué de presse commun au EDT Europol, 5-11-2009. Voir également au EDT Europol, Cocaine, à European Union Perspective in the Global Context, EMCDDA Europol juin publication, 2009. 4. Discours inaugural du président Jacques Chirac devant les représentants de 55 États et de 14 organisations internationales, lors de la cérémonie d'ouverture de la Conférence internationale sur les routes de la drogue de l'Asie centrale à l'Europe, organisée par le ministère des Affaires étrangères et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, Paris, 22 mai 2003. 5. La droga que financia al terrorismo a sacrificado a 2 generaciones de colombianos, con miles de joven asesinados o encarcelados, y sus familias entristecidas. La droga que financia el terrorismo amenaza con détruire la selva amazónica. Y a lo intento con la eliminación de 1.700.000 hectáreas de bosque tropical, en Colombia. El apoyo norteamericano dejó atrás el discurso, y se convirtió en apoyo efectivo. La tarea no la podemos dejar a mitad de camino, vamos a ganar pero no hemos ganado. Hemos avanzado pero la culebra todavía está viva. Discours de bienvenue du président colombien Álvaro Uribe à George Bush, le 22 novembre 2004 à Cartagena. Traduction de l'auteur. Source internet www.presidencia.gov.co/discurso/. Chapitre 1 Coca et cocaïne en Colombie. 1. De la coca aux enjeux internationaux de la cocaïne. Histoire de la coca et de la cocaïne. La coca, des Aymara aux Espagnols. Le cocaïer appartient à la famille des Erythroxylacées. Il pousse généralement entre 700 et 1700 mètres d'altitude, dans des régions au climat doux et humide. Originaire du nord des Andes, cet arbuste de 1,5 à 2 mètres de hauteur en culture, mais qui peut atteindre 6 mètres à l'état naturel, possède de belles fleurs blanches aux drupes à noyaux rouges. La coca peut s'adapter à d'autres environnements. Elle a ainsi pu être cultivée dans les Caraïbes, l'Est de l'Afrique, les îles de Java et de Formose. On peut distinguer selon les auteurs jusqu'à 6 variétés de cocaïer. La pharmacopée française en distingue 2, la bolivianum ou bolivienne et la novognathatens ou colombienne ou péruvienne. La première récolte peut être réalisée 1 an et demi après le semis. Chaque plante fournit alors de 2 à 4 récoltes pendant 50 ans. Chaque cueillette fournit 1 kg de feuilles sèches par arbre, qui font en moyenne 4 cm de longueur. Conservées au sec après avoir été séchées à l'air libre mais protégées du soleil, les feuilles de coca perdent en 6 mois 15% de leur teneur en principes actifs, les alcaloïdes. La coca peut contenir jusqu'à 2,5% d'alcaloïdes 1. La cocaïne représente de 30 à 50% des alcaloïdes de la coca. Son extraction fait l'objet d'un processus en 3 étapes,
pâte de coca, cocaïne base, sel de cocaïne. Ce dernier est aussi appelé chlorhydrate de cocaïne ou cocaïne. Plusieurs procédés peuvent être employés à chaque étape, certains précurseurs chimiques pouvant se substituer à d'autres. La culture de la coca en Amérique latine remonte à la préhistoire andine. Les archéologues relèvent les premiers indices de cette culture autour du XXe siècle avant notre ère. De nombreuses traces font état d'un usage coutumier de la coca par les civilisations pré-Inca. Des poteries datant du XIIe siècle avant notre ère représentent des Indiens avec une protubérance sur l'une des joues, une caractéristique des mâcheurs de coca. Le peuple Aymara, originaire des rives du lac Titicaca, l'a désigné par le terme coca. Ce serait là son origine étymologique. 3. Les références à la coca sont en outre très nombreuses dans les récits, contes et légendes andins. L'utilisation de la feuille pour les cérémonies religieuses ou les grandes fêtes traditionnelles était quasi systématique. Elle est alors déjà reconnue et utilisée pour ses vertus médicinales, à savoir une meilleure oxygénation du corps, une diminution de la fatigue et une atténuation des effets de l'altitude et surtout de la faim. Les Incas utilisèrent la coca à des fins sociales et politiques, en tant qu'impôt ou sous forme de récompense. Ils s'approprièrent son aspect mythique en l'intégrant à leurs légendes, lesquelles contribuèrent à renforcer le caractère divin de la plante. 4. Après l'avoir dans un premier temps interdite. 5. Les Espagnols l'utilisèrent finalement, tirant bénéfice de ses effets afin d'améliorer la productivité des Indiens forcés de travailler dans les grandes mines du Pérou et de Bolivie, comme à Potosí. Elle est alors cultivée du nord de la Colombie au nord du Chili et de l'Argentine. La découverte de la cocaïne. L'histoire des drogues est bouleversée au milieu du XIXe siècle par la conjonction entre les progrès de la pharmacologie et l'accélération de l'internationalisation des échanges. Friedrich Gaedtke produit en 1855 un concentré riche en alcaloïdes à partir d'un extrait de coca. Le chimiste autrichien Albert Niemann isole en 1860 le plus puissant d'entre eux et le baptise cocaïne 6. La cocaïne médicinale, élaborée par la firme pharmaceutique allemande Merck dès 1862, est à l'origine utilisée pour ses propriétés anesthésiantes. Elle connaît au milieu des années 1880 une explosion de sa production. 7. De 1860 à 1910, la première grande filière d'exportation de la coca relie les pays andins à l'Allemagne, et plus spécialement la région péruvienne de Huánuco au port de Hambourg. 8. L'un des principaux clients de la coca allemande est alors le botaniste corse Angelo Mariani, qui élabore dès 1863 un élixir à base de vin de Bordeaux et de coca, le vin Mariani. Prescrit et diffusé par le corps médical, encensé par Thomas Edison, le général Grant, Jules Verne, Émile Zola, Anatole France, la reine Victoria et le prince de Galles, le tsar de Russie, les papes Léon XIII et Pie X, il contribue à la genèse des mythes qui entourent encore aujourd'hui la cocaïne, consommée par l'élite, puissant pouvoir stimulant, innocuité. 9. En 1884, Sigmund Freud publie une étude entièrement consacrée à la cocaïne 10, basée sur une auto-expérimentation de solutions de plus en plus concentrées. Devenu utilisateur régulier, Freud conclut que la cocaïne stimule son activité intellectuelle et sexuelle sans produire d'effets nocifs sur sa santé. Il affirme en outre qu'elle permet de combattre l'asthme, l'alcoolisme et la toxicomanie, servant de traitement de substitution pour les dépendants aux opiacés. 11. Il devra pondérer son enthousiasme en 1887, après avoir malgré tout popularisé son usage, notamment dans les milieux médicaux. Freud reconnaît à cette date que son ami Ernst von Fleischl-Marxow, morphinomane traité à la cocaïne, a multiplié au cours de son traitement délire et hallucinations, ainsi qu'une dépendance totale. 12. Administrée par voie intraveineuse ou buccale, la coco, comme elle est surnommée à cette époque, devient en Europe une mode d'avant-guerre. Popularisée par l'élite artistique, littéraire et médicale, elle atteint à partir de 1910 le quartier latin, celui des Champs-Élysées et ceux de la place Clichy à la place Pigalle. En 1924, on estime qu'il existe à Paris 80 000 cocaïnomanes. 13. Les saisies judiciaires de cocaïne atteignent 70 kg cette année-là. 14. Aux États-Unis, la coca devient dès 1870 une curiosité européenne,
avant d'entrer dans la composition d'une multitude de fortifiants et remèdes en tout genre, guérissant rhume et maux de dents. En 1886, le pharmacien John Pemberton lance en Géorgie, États-Unis, le Coca-Cola, imitation sudiste et non alcoolisée du vin Mariani, alors très populaire aux États-Unis. Suite à une pénurie de feuilles de coca entre 1884 et 1887, le gouvernement états-unien s'efforce même, via son réseau diplomatique au Pérou et en Bolivie, de sécuriser les filières d'approvisionnement et d'améliorer la rentabilité des cultures. Coca-Cola organise ainsi, dès le début du XXe siècle, sa propre filière d'approvisionnement en feuilles de coca, décocaïnisée dès 1903, à partir de la région de Trujillo, le principal centre urbain du nord du Pérou. La production de feuilles de coca péruviennes est estimée en 1901 à 2100 tonnes, majoritairement consommées dans la région andine. À l'export, 600 tonnes de feuilles sont également réparties entre États-Unis et Europe. L'Allemagne importe la quasi-totalité de la production péruvienne de cocaïne, à savoir 10,7 tonnes produites à partir de 160 tonnes de feuilles de coca. Les entreprises pharmaceutiques allemandes, et plus particulièrement la société Merck et Bayer, réexpédient, après conditionnement, la moitié de cette production aux États-Unis. Leurs concurrentes états-uniennes produisent à la même époque environ 5 tonnes de cocaïne, portant la production mondiale à plus de 15 tonnes annuelles. Les Hollandais contournent le monopole instauré de facto par les industriels allemands, en cultivant la coca à Java. L'île produit ainsi jusqu'à 12 tonnes de cocaïne en 1920 avant de stopper sa production en 1931. Les Japonais implantent, dans un souci d'indépendance, sa culture à Formose. Au cours des années 1930, l'île devient le plus grand producteur de cocaïne asiatique. Elle le reste jusqu'en 194 518. Mais la coca ne connut pas le même sort que le tabac et le café, deux autres stimulants issus des colonies européennes du Nouveau Monde. Dès la conférence de Shanghai sur l'opium en 1909, l'idée d'un régime strict de contrôle international des drogues prend forme. Contrôle international et filières illicites. Le système de contrôle international 19. En 1912, la Convention de La Haye s'inspire des premières restrictions imposées à Shanghai au commerce de l'opium et de ses dérivés pour les étendre à la cocaïne. Faute d'un nombre suffisant de ratifications, elle ne sera cependant pas appliquée. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 par les acteurs du premier conflit mondial, prévoit que la Société des Nations SDN aura aussi pour mission de contrôler l'opium et les autres drogues nuisibles. Les bases du système prohibitionniste, organes permanents, évaluation, certificats, etc., d'inspiration nord-américaine, sont posées à Genève le 19 février 1925, à l'initiative de la SDN, chargée du contrôle de l'application des conventions internationales. 6 autres conventions se succèdent entre 1931 et 1953, tendant à un renforcement constant des contraintes et des sanctions contre les stupéfiants. Ce régime juridique issu de la SDN est obsolète depuis la signature le 30 mars 1961 de la Convention unique sur les stupéfiants au siège des Nations Unies à New York. 3 conventions sont désormais en vigueur. Celle de 1961, modifiée par le Protocole de Genève de 1972, la Convention de Vienne de 1971 sur les psychotropes, relative aux drogues de synthèse, et la Convention de Vienne de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Ratifiée par 149 États, la Convention de 1961, entrée en vigueur en 1964, impose une prohibition générale et absolue, donnant 25 ans aux États où existe une pratique ancestrale de mastication de la feuille de coca pour la faire disparaître. Elle met aussi en place une mécanique rigoureuse de contrôle administratif, via l'Organe international de contrôle des stupéfiants OICS, de la production de drogues nécessaires à la recherche médicale et pharmaceutique, qui constitue selon les experts une réussite administrative indiscutable. Au regard de cette réglementation internationale, seule la production de 1000 tonnes de feuilles destinées à Coca-Cola bénéficie d'une dérogation permanente pour des raisons autres que médicales ou scientifiques. Ratifiée par 142 États, la Convention de Vienne de 1988 renforce et étend d'une part,
l'ordre prohibitionniste occidental a de nouveaux produits et de nouvelles infractions, malgré la nouvelle opposition des pays producteurs de drogue. Elle modifie d'autre part les attributions de l'OICS au profit de la Commission des stupéfiants, un parlement spécialisé en quête permanente de compromis entre pays producteurs et pays consommateurs vins. Ce nouveau poids politique des pays producteurs au sein de l'ONU permet à l'Assemblée générale des Nations unies, réunie en 1998 en session extraordinaire, de placer le principe de corresponsabilité entre pays producteurs et pays consommateurs au cœur de son action 21. Cela incite les États-Unis à créer en 1990, appuyé par les principaux pays occidentaux, le groupe de Dublin, un organisme en charge du lobbying prohibitionniste et de la coordination les pressions des pays consommateurs sur les pays producteurs. L'ultimatum inscrit dans la Convention unique de 1961 concernant l'éradication en 25 ans de tout usage traditionnel de la coca a expiré le 12 décembre 1989. Malgré tout, la permanence de l'usage rituel de la coca est tolérée par la communauté internationale en Bolivie et au Pérou, chez les populations indigènes, où une part de la production de feuilles de coca est légale. À l'orée du XXIe siècle, quelques 8 millions de personnes mastiquent la feuille de coca. Les coquereaux consomment 30 000 tonnes de feuilles de coca, théoriquement issues des cultures licites 22. Au Pérou, ces dernières représentent 9 000 hectares de culture, étendus à 3 nouvelles vallées de la région de Cusco en juin 200 523. En Bolivie, la loi 1008, votée en 1998, autorise la culture de 12 000 hectares dans les yungas de La Paz et de Vandiola, région de Cochabamba 24. La longue période de mise en place du système de contrôle international de la coca et de la cocaïne, de 1910 à 1960, marque le déclin de l'usage de cette drogue illicite, qui passe au cours de cette période de son âge d'or à son bannissement officiel total. La disparition des derniers circuits de la cocaïne légale correspond par ailleurs à l'organisation des premières filières de trafic illicite, qui se caractérisent dès le début par leur extrême rentabilité. Les années 1980 et l'apparition des grands cartels. Les premiers grands marchés de la cocaïne apparaissent dès les années 1950. Il s'agit de la Havane et de New York, la révolution cubaine délocalisant en 1959 les opérations des mafias américano-cubaines vers le Mexique et surtout Miami. Le succès du mouvement hippie, du flower power et l'extension de la culture de la drogue aux États-Unis à la fin des années 1960, puis le retour des engagés au Vietnam au début des années 1970 contribuent, alors que les réseaux de contrebande sont déjà structurés, à la création d'un véritable marché de la cocaïne aux États-Unis 25. En 1971, Richard Nixon décide de mener une croisade historique contre la drogue. Son premier objectif est la lutte contre les producteurs de cannabis colombiens et mexicains. Les trafiquants sont alors, pour la plupart, de nationalité états-unienne et vétérans du Vietnam. La reconversion dans la cocaïne des trafiquants colombiens de cannabis tient d'ailleurs compte de cette première expérience. Après l'opération Condor d'éradication du cannabis dans le nord-ouest du Mexique entre 1975 et 1978, l'opération fulminante met fin en 1978 aux cultures de cannabis sur la côte caraïbe de la Colombie 26. L'année 1974 marque un tournant dans l'histoire des drogues illicites et dans l'émergence du phénomène cocaïne. Aux États-Unis, le nombre de consommateurs de cocaïne passe cette année-là devant celui d'héroïne. L'objectif que se fixent les trafiquants colombiens reconvertis est de contrôler l'intégralité de la filière. L'escalade des profits 27 bénéficie surtout aux détaillants des pays consommateurs, qui appartiennent alors à la diaspora colombienne implantée aux États-Unis. Les feuilles de coca sont importées par avion du bassin amazonien péruvien, abandonnées aux groupes armés suite à l'effondrement à la fin des années 1970 du régime du général Juan Alvarado Velasco, décédé en 1977. Les entrepreneurs de Medellín, tels Pablo Escobar ou Carlos Leder, bâtissent alors des fortunes. En 1984, la Villa Coca, une usine composée de 19 laboratoires et employant près de 1000 personnes, est démantelée dans le département de Caquetá 28. Au début des années 1990, la filière coca-cocaïne est l'un des trafics les plus lucratifs de l'histoire.
La répression qui s'abat sur les réseaux de Medellín et la mort de Pablo Escobar 29 ne font que renforcer le cartel de Cali. La famille Orejuela agit, contrairement à Escobar, dans une plus grande discrétion. Dans un souci de partage des risques et afin de réduire son exposition aux procédures d'extradition, le cartel de Cali instaure une collaboration avec les narcotrafiquants mexicains, qui contrôlent depuis le milieu des années 1990 la majeure partie des réseaux de revente de l'héroïne et de la cocaïne aux États-Unis. Décapité toutefois sous la présidence d'Ernesto Samper, 1994 à 1998-31, le cartel de Cali laisse place à une multitude de moyennes et petites organisations, les cartelitos, dont la puissance et l'organisation ne doivent pas être malgré tout sous-estimées. 2. La répression de la cocaïne en Colombie. La filière colombienne, paysans, groupes armés et trafiquants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.